Bonjour, merci une fois de plus de prêter votre attention au programme de Carrefour TV, canal 721 sur Canal Sat. Merci de nous accorder une fois de plus de votre temps pour suivre, pour écouter, mais aussi pour retenir. Nous sommes une fois de plus devant vous cet après-midi pour vous permettre de comprendre et au-delà de comprendre, de vivre ce que vous comprenez, parce que c'est la mise en pratique de ce qu'on comprend qui nous permet d'aller vers de l'avant. Le panafricanisme, en réponse à la mondialisation, aujourd'hui a une nécessité. Longtemps considéré comme une utopie, parce que cherchant la réalisation d'une unité du continent africain en termes d'État fédéral, aujourd'hui il est plus que jamais de revenir sur les fondamentaux et d'interpeller la jeunesse africaine et aussi toute la jeunesse des afro-descendants à travers le monde sur la nécessité de revenir aux sources, de revenir à l'identité africaine et surtout à vivre notre africanité, ce qui nous permet d'être de plus en plus compétitifs sur le rendez-vous du donner et du recevoir qui est la mondialisation. Dans cette tension que le concept de négritude, c'est dans cette tension que le concept de négritude arrive comme valorisation de la culture africaine et de refus des visions réductrices à l'européocentrisme. Nous ne pouvons donc pas y avancer sans comprendre ce que c'est que la négritude afin de poser les bases d'une véritable analyse sur ce qu'on a appelé autrefois le panégrisme devenu panafricanisme. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous vous plongeons dans les méandres de l'histoire de l'Afrique, mais au-delà de l'histoire de l'Afrique, de l'identité africaine. Nous sommes aujourd'hui dans une émission de fondation sur ce que sera la vision de notre problématique future. Nous parlons ce matin de panafricanisme et de négritude face à la mondialisation, une volonté de rupture, une logique de rupture ou une volonté d'affirmation. Une fois de plus, merci de nous accorder votre attention. Nous serons sur ce plateau avec d'éminents intervenants. D'un côté, nous avons Monsieur Nkoré Balog, qui est enseignant, mais également historien dans la spécialisation de la santé. Nous serons également avec M. Saleke Sanlin Delors, enseignant également internationaliste. Et nous serons rejoints sur ce plateau par M. Saïdou Al-Abdou, qui est un animateur culturel. Et nous, certainement, allons prendre des éléments et des interventions, des images que nous allons analyser qui concourent bien de la compréhension de ce que c'est que l'identité africaine. Merci et à tout à l'heure, après cet élément. Merci, bienvenue professeur. Je vous remercie pour cette invitation. Merci dès lors de nous accorder une fois de plus votre attention. Pour échanger autour de ce sujet. Merci. Sans plus tarder, nous allons prendre cet élément du professeur Omotunde de Regretter Mémoire, l'un des fidèles combattants, l'un des fidèles et la source de notre histoire, lui qui a consacré toute sa jeunesse, qui a renoncé à son nom d'origine dans cette Guadeloupe et qui a accepté prendre le nom de Omotunde pour le retour aux sources en Afrique, lui qui est parti, mais qui nous a laissé un héritage, comme nous pouvons le suivre dans cet élément. Totalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la géopolitique a pris le pas sur les rapports entre les peuples. Et c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas au Nord à falsifier l'histoire du Sud, alors que tout le monde sait que c'est dans le Sud qu'est née la civilisation. Vous savez, les Européens,
Il n'y a pas si longtemps, c'était des nomades. Les Arabes, c'était des nomades. Les Juifs, c'était des nomades. Les nomades ne construisent pas de villes. C'est pour cette raison que l'Europe, c'était une femme africaine. Et les villes existaient avant l'arrivée des Occidentaux en Europe. Son frère Cadmos, c'est lui qui a apporté l'écriture aux Noirs qui vivaient en Europe. Les Européens sont arrivés après. Quand vous prenez par exemple la Rome antique, mais savez-vous que des Noirs vivaient en Italie avant l'arrivée des Caucasiens? C'est eux qui ont inventé l'Empire romain, la première cité de Rome a été fondée par ces gens. Et c'est eux qui ont inventé le latin, c'est eux qui ont inventé la notion de cité, c'est eux qui ont inventé les monuments, c'est eux qui ont inventé le système hydraulique, les ponts, les aqueducs. Mais les aqueducs existaient déjà en Italie avant l'arrivée des Caucasiens. C'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire que l'Europe se sert d'une histoire qu'il invente, l'Europe invente une histoire pour se glorifier auprès des pays du Sud, sauf que quand vous allez dans une bibliothèque, vous dites, mais attends, le gars il se prend pour quelqu'un qui a tout inventé, c'est-à-dire il aurait eu un cerveau au-dessus de tous les autres cerveaux. C'est pas possible. Ce qui colle pas, c'est la dimension du nomade. Je vous prends un exemple. On vous dit que l'Afrique, comme elle est polythéiste, elle ne peut pas rentrer dans la sphère de la modernité. Et on vous fait regarder la Grèce. Mais savez-vous que les Grecs étaient polythéistes? Donc quand les Grecs sont polythéistes et on vous dit que le logos vient des Grecs, le fait qu'il soit polythéiste, ça dérange personne. Mais quand c'est l'Africain qui parle dans son logos, on lui dit qu'il était polythéiste. À quel jeu vous jouez? Est-ce que vous comprenez l'affaire? Parce que regardez, l'Afrique a toujours été monothéiste depuis le début, regardez les textes. Mais quand est-ce que l'Europe a adhéré à la pensée monothéiste? C'est à l'époque de l'Empire romain, en 325 avec le concile de Nicée. Est-ce que vous vous rendez compte du retard pris sur l'Afrique? Il y a un retard énorme. Bon, je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, tous les Noirs veulent aller au paradis. Bon, mais je tiens quand même à rappeler à tout le monde que le mot paradis est une invention du monde noir. Que lorsque vous faites des congrès mondiaux de théologie, on vous dit celui-là disait poussière, poussière, tu reviendras à la poussière. L'autre dit tu reviendras à la terre. L'autre dit c'est la shéol. L'autre dit c'est la Dès. Mais l'Afrique a dit c'est la vie éternelle et qu'on retourne au paradis, ce qu'on appelle les champs de Yalou. Et comme cette idée-là était tellement puissante, il y a eu le deuxième Big Bang. Vous savez ce que c'est que le deuxième Big Bang? Le Nouveau Testament. Parce qu'on n'a jamais vu un premier Big Bang et un deuxième Big Bang. Mais le problème, c'est que l'Ancien Testament, heurté à la pensée africaine, ça a fait boudoum. Donc, résultat des courses, il a fallu écrire un deuxième texte. Sauf que ce deuxième texte, j'ai écrit un livre. Le mystère des divinités africaines transmuées en saint chrétien. Parce que tous les personnages de la Bible qu'on vous présente existaient déjà dans les temples d'Égypte. Osiré, fils de Dieu, mort et ressuscite d'entre les morts, monte à la droite de Dieu. Sa femme, Asséta Maria, a eu un fils par Immaculée Conception qui est né le 25 décembre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Mais où les gens ont pris ça? Parce que je me suis posé la question. Clément d'Alexandrie, père de l'Église. Origène d'Alexandrie, père de l'Église. Alexandre d'Alexandrie, père de l'Église. Trois pères de l'Église qui sont où en Afrique? Parce qu'Alexandrie, c'est en Afrique. Et qu'est-ce qu'il y a à Alexandrie? La bibliothèque d'Alexandrie. Donc ces gens, en fait, ont simplement copié les textes. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui sort de l'Europe et qui organise une escroquerie intellectuelle sur le monde africain, en venant faire quoi? Que la première fois qu'on a dit « Notre Père qui est aux cieux », c'est venu de chez eux, alors que c'est écrit dans les temples d'Égypte. Jean-François Champollion l'a dit, il l'a montré. C'est-à-dire les textes qu'on vous présente comme des textes extérieurs à l'Afrique sont bien écrits, notamment dans le tombeau d'Ounas. On vous fait chanter « Jésus, oh, il est vivant, il n'est pas mort ». Mais dans le texte du tombeau d'Ounas, c'est marqué « Il est vivant, oh, Ounas, il n'est pas mort ». Donc vous changez juste le nom du personnage, vous gardez la même phrase et vous venez me coloniser. Mais c'est quoi ça? Je vous prends notre exemple. On m'a demandé de faire une conférence pour des chefs d'entreprise à New York. Je leur expliquais que c'est quand même très étrange qu'au niveau de cette société, elle soit toujours dans un choc des couleurs de peau. C'est-à-dire il y a un racisme, il y a quelque chose qui crée des tensions. J'étais obligé de leur rappeler. Sur le billet d'$1, la pyramide qu'ils ont faite, elle est en Afrique, elle n'est pas en Occident. Bon, la notion de monnaie, c'est une invention de l'Afrique. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le châti. Bon, Narmer, quand il a fondé son premier palais, c'est celui qui a unifié la Haute et la Basse Égypte en 3200 de l'ère ancienne africaine. Son palais s'appelait Inech-Eb. Quand vous traduisez Inech-Eb en français, ça veut dire la Maison Blanche, parce que c'est un palais en calcaire blanc. L'aigle à l'aile déployée, c'est le symbole de Narmer, qui est le faucon rouge. Ça veut dire qu'il n'y a rien émanant de la pensée intellectuelle occidentale déjà sur le billet $1.
Et c'est sur le billet $1, ils veulent imposer leur hégémonie sur le monde, alors qu'il n'y a rien qui correspond à la maturation de leur pensée. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a un déficit de connaissances dans le monde africain. Parce que s'il y avait cette connaissance-là, on ne serait pas impressionné, on ne chercherait pas nos modèles civilisationnels à l'extérieur du continent africain. Parce qu'on a compris une chose, tous les peuples, même prenons par exemple la problématique de Confucius. On vous présente un Confucius chinois, alors que vous allez à la fondation de Confucius à Shanghai, il n'a rien à voir avec un chinois, c'est un noir. Vous allez voir Bodhidharma du temple de Shaolin, mais sa statue est là, c'est un noir. Donc comment ça se fait que vous voyez des choses que vous externalisez par rapport au nombril africain, et quand vous rentrez et vous allez regarder, mais dites aux Africains qui voyagent en Asie d'aller dans les musées. Tous les Asiatiques que vous voyez là aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, leur arrière-grand-mère était noire, avec les cheveux crépus. Et c'est ce que vous voyez dans les musées. Donc, et qui a élaboré la pensée au niveau de la philosophie et de la théosophie en Asie? Ce sont leurs ancêtres noirs. Ce sont en Inde, Krishna, Vishnu, ce sont des noirs. Même si on vous les présente blancs aujourd'hui, mais allez voir dans les musées, ce sont des noirs. Donc la problématique de fond, c'est que l'Afrique ne peut pas se laisser coloniser par la pensée de ses pères et de ses mères. Il y a un déficit de connaissances qu'il faut régler. Et c'est par l'enseignement qu'il faut le régler, c'est par les médias aussi, c'est par le fait d'aller dans les écoles. Vous savez, j'ai déjà vu 14 000 enfants dans les milieux scolaires, puisque pour moi, c'est important de montrer aux enfants comment, à partir des mathématiques africaines, eh bien, on a repris le système de calcul pour inventer les codes binaires informatiques. On vous dit, mais écoutez ça, on vous dit qu'il y a l'univers des nombres décimaux, l'univers des nombres binaires. C'est deux univers distincts. Et comment l'Afrique a fusionné les deux univers? On vous dit qu'il y a la physique classique et il y a la physique quantique. C'est deux univers distincts. Non, parce que l'Afrique a fait fusionner les deux pensées. Les deux systèmes ont fusionné dans la pensée africaine. Donc ce qui veut dire que quand je dis que la pensée africaine n'est comparable à aucune autre forme de pensée, j'ai des preuves. Mais je peux vous faire écouter ce qu'a dit M. Iglash, je peux vous faire écouter ce qu'a dit M. Wilbrook. M. Wilbrook, qui est un grand spécialiste des mathématiques africains, qui est belge, qui a enseigné en République démocratique du Congo. M. Guerdès, qui était du Mozambique et qui venait de la Hollande. Mais il n'a pas arrêté de le dire, il a écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Donc l'enjeu, c'est quoi? Il faut réadapter à l'actualité scientifique le modèle d'enseignement au Cameroun. Parce que, je vais vous dire quelque chose, on ne peut pas avoir fait tout ça et vous l'ignorez, que l'enfant l'ignore, il y a un problème. 2, lorsque un jeune fait une thèse, je vous donne un exemple. J'ai eu l'occasion de participer en tant que juré à une thèse sur l'INIAM. Le jeune africain fait une thèse sur l'INIAM. Vous prenez un jeune de Bordeaux qui fait une thèse sur l'INIAM, vous avez le même résultat. C'est-à-dire l'école standardise la connaissance et la pensée humaine. Je pose une question à ce jeune. Est-ce qu'il a pris le temps d'étudier ce que Jean Mazel, qui est un historien français, a dit sur l'INIAM? Parce qu'il a dit que la preuve que nous avons que c'est l'homme qui a quitté l'Afrique pour aller coloniser le reste du monde, c'est qu'il est parti avec de l'INIAM. Et dans tous les pays du monde, vous avez un nom. Par exemple, chez nous, on dit Ziyam. Il y a des endroits où on dit Niam. Il y a des endroits où on dit Yam. Vous voyez, donc il suit le parcours de ces hommes-là qui sont partis en quittant l'Afrique, mais avec des... Vous voyez ce que je veux dire par là? Comment ça se fait que le jeune qui fait la thèse, il ne met pas ça dans sa thèse? Le problème vient de qui? Est-ce que le directeur de thèse est lui-même informé de la réalité dans son domaine? C'est pour ça qu'il faut réactualiser les données. C'est pour ça qu'il faut aussi, quelque chose d'important, ne pas se confiner aux matériaux occidentaux. Parce que trop souvent, on écrit une thèse pour faire plaisir à l'Européen, pas pour nourrir le génie africain. Et comment on fait? En variant aussi la documentation. Parce que je me dis, mais je regarde la bibliographie d'un jeune qui a fait une thèse, tous ces matériaux sont européens. Je dis, mais attends, ta thèse concerne un élément universel, mais tu vas prendre des matériaux que dans une seule civilisation. Donc déjà, ton regard est vicié. Parce que si tu allais voir en Amérique du Sud, si tu allais voir en Asie, si tu descendais dans la Caraïbe, tu verrais aussi des choses nouvelles qui peuvent enrichir ton travail de recherche. C'est ça qu'il faut faire. Merci de nous avoir permis de regarder cet élément pour ceux de Réguté Mémoire au Motoundé.
vous êtes historien. Oui. Vous vous reconnaissez dans ce qu'il dit? Oui, je me reconnais dans ce que je dis. Ce d'autant plus que dans les premières heures du mouvement panafricain au Cameroun, surtout le mouvement Kémite, nous avions mis sur pied une association appelée le Baoba, où toutes nos séances de rencontre une fois le mois tournaient autour de ce type de vidéos, Omotunde, Jean-Charles Couvé-Gomez, Ama Mazama, où nous les commentions à suffisance. Même M. Salike a assisté plusieurs fois et nous a accompagnés dans cette activité-là pour faire connaître ce type de pensée révolutionnaire ici, issu aussi des idées du Cheikh Anta Diop. Roméo? Oui, je souscris totalement à ce qu'a dit le professeur, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de fierté que j'écoutais, voilà, et regardais aussi cette prise de parole magistrale du professeur de Roté Mémoire. Il part d'ailleurs avec gaieté, avec éloquence, avec une forme beaucoup de conviction. D'assurance, beaucoup de conviction. Tout à fait. Je crois que ce n'est que normal, puisqu'il met là en avant le patrimoine, le savoir-faire multimillénaire de nos ancêtres. Et il y a une rupture, véritablement, nous en avons été coupés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre manière de penser est beaucoup plus occidentale, moins qu'africaine. Et c'est pour ça que je suis énormément reconnaissant à ce que le professeur Balog disait tout à l'heure, avec le mouvement Kémite. J'ai commencé aussi à avoir tout un autre regard sur comment les ancêtres vivaient sur notre patrimoine, sur l'héritage, sur notre culture, parce que c'est ça au fond. Et donc, comment il faut se désoccidentaliser pour véritablement être africain et poursuivre avec le mouvement par nos enseignements, par nos façons de voir, par notre engagement, en participant à des émissions comme celle-ci, en promouvant, bref, tout ce qu'a dit le professeur Omotunde dans son intervention. Vous avez peut-être suivi comme moi qu'il a mentionné un nom, Jean-François Champollion. Oui. Celui qu'on appelait encore Champollion le Jeune, qui a participé à la traduction de la pierre de Rosette. C'est-à-dire que ce patrimoine égyptien, des Égyptiens anciens, qu'il a traduit en copte, et qui est en copte et qui a pu le traduire en grec et aussi en... Mais dans tout ça, tout le monde sait que cela va contribuer quand même à l'essor en Europe en termes de développement technique et industriel. Bon, c'est vrai, on nous a parlé des découvertes, mais on sait que tout ça émanait de la pierre de Rosette. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces vérités dites par le professeur Omotunde, sans heurter des sensibilités des uns et des autres, comment aujourd'hui cette vérité-là peut permettre quand même à l'Africain de se reconsidérer et de lever les yeux, comme d'ailleurs lui-même, professeur Omotunde dit qu'il ne faut pas regarder au sol, il faut plutôt lever les yeux vers le ciel, parce que cela te permet de regarder haut. Comment est-ce que l'Africain aujourd'hui, à partir de toutes ces informations, peut lever les yeux et regarder plus haut? Lever les yeux et tutoyer les autres nations aussi. Effectivement. Vous savez, je vais prendre une image qui est assez symbolique. L'Europe, à la sortie du Moyen-Âge, il a fallu que l'Europe redécouvre ses antiquités classiques. À partir de la Reconquista, au niveau des villes de Séville et autres, lorsque les Européens ont buté les Arabes hors de leur continent. Ils redécouvrent leurs antiquités et cela a eu pour effet de les doper à nouveau. Ils se sont ressentis humains. Ils ont ressenti qu'ils pouvaient reprendre l'initiative historique et ils sont partis de là redécouvrir les partitions d'Aristote, de Socrate et autres, et ils ont bâti une nouvelle pensée. De cette nouvelle pensée est née la Renaissance européenne, à partir de la redécouverte des antiquités classiques. Ceci est une loi historique chez tous les peuples. Lorsque on s'est senti battu, on s'est senti diminué, on s'est senti humilié, les antiquités classiques
ont pour rôle de nous donner de la valeur, de nous doper et de nous poser comme humains. Et ça devient une nouvelle base sur laquelle on peut repartir pour se développer. Dans un article intitulé « Et si le Ouhem Messou de l'Afrique commençait par la redécouverte et la réappropriation des antiquités classiques de Tamiri et de Tasseti », je fais la démonstration avec l'Europe au Moyen-Âge, je fais la démonstration avec l'Empire grec et romain, je fais la démonstration avec l'Empire égyptien et je pose cela comme une loi de l'évolution des sociétés. Donc nous-mêmes, aujourd'hui, dans ce Conseil des Nations où nous sommes considérés comme des parias, comme des sous-hommes, pour ne pas dire des êtres anté-adamiques, parce que nous ne ressentons pas la souffrance même quand on nous bombarde. Je fais un clin d'œil à la Libye. Même quand on nous bombarde, même quand on nous injurie, nous mourons à Lampedusa et tout cela. Personne ne se soucie de cette douleur-là. Mais par contre, si vous avez maîtrisé vos antiquités classiques, vous ne pouvez pas prendre la route du désert. Effectivement. Parce que là où je suis un être digne. Et je ne vois pas en quoi l'Européen puisse me donner une leçon au sujet de mon existence. J'assume ce que je suis. Et c'est en cela le panégrisme. Effectivement. Il faudrait le rappeler peut-être aux téléspectateurs qui nous regardent que l'objectif de cette émission qui se veut, parce que beaucoup d'entre vous peuvent penser que c'est du panafricanisme, oui, mais pas le panafricanisme qui rejette les torts de notre situation d'ignorants, d'incohérents et surtout d'indisciplinés à l'Europe, à l'Occident. Nous avons le devoir de nous réapproprier ce que nos ancêtres ont laissé, le savoir qui est notre héritage, mais qui est plutôt copié par les autres et utilisé par les autres pour venir nous dominer, pendant que nous sommes tout simplement à la désolation. Donc cette émission se veut panafricaniste, mais surtout panégriste, parce qu'il s'agit de rassembler tous les afro-descendants en une seule motivation, celle d'avoir un monde noir uni. Au-delà de la racialisation, il s'agit plutôt d'un objectif, d'un but et qui certainement doit être accompli. Avec vous, monsieur Saleke, il y a nécessité de dire que le monde noir a connu des soubresauts. Ouais. Beaucoup de soubresauts. Il en connaît. Au-delà de la traite arabe, il y a eu la traite négrière. Tout à fait. La traite négrière, il y a eu la période coloniale. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que... La période néocoloniale. Et néocoloniale. Est-ce qu'on devrait aujourd'hui penser que avec ces mouvements, le monde noir ne peut pas aller de l'avant? Le monde noir doit renaître. Hier, Moïse qui l'a souligné tout à l'heure dans l'article qu'il a rédigé partant d'un postulat historique. Nous avons, pendant la période de l'Égypte pharaonique, on a eu des périodes d'Ouhem Messoud, de renaissance, qui étaient des périodes intermédiaires. On était attaqué et on parvenait à repousser l'ennemi, à renaître, à mettre en place le Moyen Empire, le Nouvel Empire et bien d'autres. Et donc aujourd'hui, le travail qu'a entamé, parce qu'il est l'un des précurseurs, Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire le comte de Volney, certains Européens qui étaient véritablement justes, ont reconnu la paternité de leur savoir, qui venaient d'Afrique, et a produit des bouquins là-dessus, l'origine nègre, du savoir européen. Et donc en 1945, Diop publie dans l'article, la Renaissance africaine, c'est pour quand? Et c'est où il nous invite à faire le processus dont le professeur déroulait tout à l'heure. C'est-à-dire nous devons retourner, et c'est ce qu'Obenga le dit aussi, naturellement, lui qui était disciple de Diop, c'est ce qu'Omotunde, c'est ce que Kofi Gomez, c'est ce que d'autres grandes figures du mouvement de renaissance africaine prônent que aujourd'hui nous sommes dans le creux de la vague, nous
nous devons renaître, mais il nous faut faire un travail de retour dans nos humanités, dans nos antiquités classiques, et à travers cela, nous réapproprier notre patrimoine, notre héritage culturel, la langue, la culture, dans tous les domaines possibles. Et là, à travers cela, nous renaîtrons, nous monterons au monde blanc, non pas en se vengeant que nous sommes aussi, nous avons réalisé des choses. Dans ce rendez-vous du donneur de recevoir qui est la mondialisation. Absolument, nous apporterons notre contribution qui sera originale, qui ne sera pas une copie de l'Occident du tout. Ce sera le produit de notre savoir, le produit de notre identité culturelle. Et là, s'il faille que nous intégrions des éléments extérieurs, ça sera un choix, non plus une imposition. On nous a imposé le christianisme, par exemple, c'est une imposition, c'est un élément culturel, c'est un produit culturel qui nous a imposé. Le franc CFA et des tas d'autres choses sont des impositions. Et avec la Renaissance africaine, on va expurger tout cela, et notre regard d'Africain, de notre patrimoine, nous verrons que qu'est-ce qu'on peut prendre de bon, parce qu'il ne faut pas aussi dire, vous l'avez indiqué, tout ce que l'Occident a fait, il n'y a pas que du mauvais, mais c'est la démarche qui est absolument condamnable, parce qu'ils sont bien évidemment dans une vision du monde, ils sont dans un paradigme, et donc nous pouvons renaître à travers notre paradigme, nous le maîtrisons, et cette renaissance ne passera pas par les discours, mais par les actes, par le vécu, par le comportement, par le caractère, par la manière d'être au quotidien, qui nous permettra de regarder les autres non pas comme étant au-dessus de nous, mais comme étant dans un monde d'égalité où nous pouvons nous tutoyer comme étant des humains à part entière et non pas des sous-hommes. Exactement. Et avec vous, au-delà, avant déjà d'aborder la question de Cheikh Anta Diop, d'ailleurs, qui a publié 2 tomes d'un ouvrage, 2 tomes intitulés Nation, Agriculture, tome 1 et tome 2, des ouvrages qui ont bouleversé le monde scientifique. Mais il y a d'abord le poste Sédar Senghor, la négritude. Voilà, tel que vous posez la question, on a toujours comme l'impression que c'est l'un des 2 pères de la négritude. Et je vais m'excuser, peut-être la fondation Sédar Senghor à Dakar, si elle suit ça, ils seront scandalisés, mais ils seront un peu de fixer les bases. La négritude existe avant Senghor et avant Émile Césaire. Lorsque les premiers esclaves commencent à être libérés. Déjà, c'est quoi la négritude? Je vais arriver dans l'explication historique. D'accord. Je vais arriver dans l'explication historique. Lorsque les premiers esclaves commencent à être libérés dans les Caraïbes, en Guadeloupe, Martinique et autres, il se pose un problème. Il y a 2 types de noirs. Le noir libéré et le noir esclave. Le noir libéré n'a pas d'identité. Parce que le système esclavagiste est un système de déshumanisation. Il est donc en quête d'une nouvelle identité. Et c'est cette quête de cette nouvelle identité qui l'amène à se penser autrement, comme quelqu'un qui a aussi un statut dans le Conseil des Nations. Alors il fallait donc trouver un thème qui pour lui serait valorisant. Et le thème qu'il a trouvé était nègre, qui était dévalorisant dans la perspective eurocentriste, mais qui pour lui était sa façon à lui d'assumer ce qu'il est. Il n'avait pas autre chose. Et l'homme politique qui a le plus vulgarisé cela, c'est Gaston Gerville-Riache. Il était député de la Guadeloupe. En 1880, dans son adresse à ses électeurs, il leur a demandé de s'identifier comme étant des nègres. Nous sommes nègres. Et c'était une posture de fierté. Et d'aucuns qui estiment que lorsqu'on parle de nègres, c'est une injure. J'ai dit, dans la perspective eurocentriste, c'est une injure. Mais dans l'époque, dans les Caraïbes, ce n'était pas une injure. C'était une affirmation d'une identité. Et pour extrapoler, on aura ce type d'affirmation lorsque Marcus Garvey, par exemple, va se déclarer comme étant le premier président des États-Unis d'Afrique. On va commencer à nommer les ducs du Nil.
les ducs du Zambèze, les archiducs du Sénégal et autres. Donc, les Africains commencent à chercher des marqueurs identitaires valorisants. Donc, c'est dans cette perspective-là que les gens commencent à s'appeler nègres dans les Caraïbes. Et la négritude est donc cette affirmation de cette identité, laquelle, sur le plan de la littérature, va donner la négritude de Aimé Césaire et de Senghor. D'un retour au pays natal. Ah, maintenant, bon, si vous voulez, je vous montre que dans cette expression de la négritude, il y a la nécessité de retour à sa culture. D'où ce titre, Cahier d'un retour au pays natal. De Aimé Césaire. De Aimé Césaire. Voilà. Lorsque nous avons ces auteurs, cela amène à un moment donné des hommes politiques tels que Kwame Nkrumah à opter effectivement, dans ce retour au pays natal, de regrouper les Noirs, des Africains en particulier, ceux qui sont sous la colonisation, de pouvoir retrouver la liberté. Si ceux qui sont aux Amériques, dans les Amériques, ont pu retrouver une certaine liberté en s'émancipant de la problématique des droits civiques, et ceux qui étaient encore dans l'apartheid en Afrique du Sud, ainsi de suite, la négritude essaye de développer un courant qui était différent seulement du retour aux sources, mais également des revendications politiques, qu'on va appeler le panafricanisme. Bon, là, au niveau du panafricanisme, notons que dans le panégrisme qui naît au niveau des Caraïbes, il y a cette nécessité, parce que dans la société esclavagiste, on pose que le nègre ou bien le noir en général qui est libre est un danger pour la société esclavagiste. Il faut qu'il déménage de cette société. On a un ensemble de lois pour restreindre ses libertés. Donc, il doit automatiquement partir. Donc, dans la Caraïbe, il y a une politique qui se met sur pied. Les Noirs eux-mêmes commencent à penser qu'ils peuvent revenir en Afrique. On aura cette situation aussi au Brésil, dans l'île de Bahia, par exemple, dans la République de Bahia, par exemple, ce retour en Afrique. En Amérique... D'ailleurs, on a un État qui a été créé en Afrique, le Libéria. Le Libéria. Par rapport à ce retour. Exactement, par rapport à ce retour-là. Donc, en Amérique du Nord, nous avons d'abord le black nationalisme, parce que eux ne disent pas négritude. C'est une autre orientation de l'historiographie de la libération du monde noir. Ils parlent d'abord de black nationalisme. Je ne sais pas, le terme nationalisme dans l'anglais américain a une signification qui n'est pas proche de ce que le français entend par nationalisme. Mais dans black nationalisme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce retour à l'identité. À l'identité. Vous voyez cela. Par la suite, il y a le négro-nationalisme qui naît. C'est ce négro-nationalisme qui donne naissance au Back to Africa, le retour en Afrique. Mais ce qui est le plus important, c'est que nos élites, telles que Kwame Nkrumah, en allant fréquenter aux États-Unis les Julius Nyerere, entrent en contact avec un système ségrégationniste, avec des problématiques du monde noir, là-bas aux États-Unis. Et pensent donc que nous faisons un seul monde et on doit unir nos efforts pour pouvoir se libérer. D'abord, commençons à noter cet élément, le premier, à vulgariser le terme panafricanisme. C'est Sylvester Williams, Henry Sylvester Williams, au Congrès de Londres. Mais il parle de quoi pour parler de panafricanisme? Il y a un événement qui a eu lieu dans sa vie et qui a été déterminant, la bataille d'Adwa de 1896. La bataille d'Adwa a eu un retentissement au niveau international. Pour la première fois... Il faut rappeler aux téléspectateurs que la bataille d'Adwa, c'est celle-là où les Éthiopiens ont réussi à vaincre l'armée coloniale italienne. Exactement. Donc, lorsque les événements de Adwa arrivent, c'est en 1896. En 1897, Henry Sylvester Williams décide de s'inscrire à l'université pour avoir un diplôme de droit, un bachelor en droit. Et en 1900, lorsqu'il a ce bachelor, il se lance dans l'organisation du premier congrès panafricain.
Et au cours de ce congrès-là, nous avons des gens qui viennent des Caraïbes, des gens qui viennent de l'Amérique du Nord, mais aussi de l'Afrique. Ménélique II est à ce congrès panafricain. Joseph Coleman du Libéria est à ce congrès panafricain. Vous voyez cela. Donc, les congrès panafricains, ou bien le premier congrès panafricain, plus tard, ceux qui vont suivre, sont l'expression d'une volonté d'union du monde noir. Et c'est de là que va émerger cette machine, entre guillemets, je m'excuse pour ce que je vais dire, cette machine grippée qu'on appelait l'OUA à l'époque, aujourd'hui qui est l'UA, l'Union africaine, et qui n'arrive pas à résoudre les problèmes du continent. Vous voyez la longue marche vers cette unité tant recherchée du monde noir, parce qu'au-delà d'avoir un État africain, un État fédéral africain, il y a déjà cette union du monde noir, et là nous parlons des Noirs des Amériques, la Guadeloupe, la Martinique. D'ailleurs, on a une star mondiale, Claudicia, qui a toujours fait la promotion de cette quête qui amène les Noirs, ceux des Antilles, ainsi de suite, d'Haïti, de faire un combat sur le continent américain, sur le continent africain. D'ailleurs, on a vu une star de football tout récemment, une actualité qui montrait qu'il est d'origine camerounaise, Vinicius Junior du Real Madrid. Donc, il y a de plus en plus cette volonté des Africains de se retrouver et de regarder des choses ensemble. Mais aujourd'hui, peut-on dire que la négritude, donc le panégrisme et le panafricanisme sont deux courants différents? Bon, je me redéfinis encore. Et dans la perspective de ceux de nos frères des Caraïbes, il y a un problème qui se pose. Dans le panégrisme, il y a la nécessité de retourner en Afrique. Parce que pour eux, l'Africain du 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e siècle, est celui-là qui est profondément enraciné dans ses traditions. Donc quand ils disent panafricanisme en 1900, il s'agit non seulement de rentrer en Afrique s'installer, mais de s'enraciner dans son socle mystico-religieux. Vous voyez cela. Donc, cet Africain-là dont on pense dans le panafricanisme est différent de l'Africain d'aujourd'hui. Il faut d'ailleurs le rappeler aux téléspectateurs aussi, professeur, qu'en réalité, les Africains des Antilles sont un peu plus ancrés dans la tradition que ceux qui sont en Afrique. Exactement. Lorsqu'on regarde par exemple des religions africaines, elles sont plus pratiquées dans les Antilles que sur le continent africain. Exactement. Il y a le candomblé au Brésil, il y a le vaudou haïtien, il y a le macamba vers l'île de Cuba, ainsi de suite. Il y en a plus développé là-bas que sur le continent africain. Donc, ce panégrisme dont vous faites la description, il est celui-là qui est plus ancré sur l'identité africaine. Exactement. Alors que le panafricanisme, si on observe très bien, est orienté plus vers la quête d'une indépendance politique. Oui, tel que c'est perçu aujourd'hui, c'est ça. Je crois que c'est super bien résumé. Le panégrisme ou encore négritude, la dimension elle est beaucoup plus culturelle. Et le panafricanisme, la dimension, c'est beaucoup plus politique. Peut-être l'élément que je voudrais ajouter, c'est voilà, il y a une communauté diasporique noire qui s'est formée voilà, du côté, à la fin de la traite, du côté des Antilles, du côté des Amériques, et il y a une autre communauté du côté de l'Afrique, c'est-à-dire nous qui sommes restés sur le continent, et il faut donc une union de la communauté diasporique et des Africains qui sont sur le continent. Et c'est où, ça a un peu parfois du mal à se faire parce que les Haïtiens, ils ont été manipulés. Ce sont vos frères en Afrique qui vous disent d'être avec eux, pourtant c'est eux qui vous ont vendu pour que vous retrouver de l'autre côté. Et je crois qu'il y a aussi un combat à faire par là, déconstruire cela, parce que c'est un discours assez dangereux. J'ai écouté, curieusement, je regardais une vidéo et
qui disait que les Africains, et je crois que c'est toujours Kalala qui faisait la vidéo, que les Africains qui sont sur le continent, on tient le discours que c'est eux qui ont vendu leurs frères pour qu'ils aillent du côté de l'Amérique. Et les Européens récupèrent ce discours-là, disent oui, ils vous ont vendu. Et Kalala dit, mais si vous arrivez sur un territoire, vous qui êtes en Europe, qui dites être civilisé, vous n'acceptez pas cela, parce que moralement, éthiquement, c'est pas bien. La religion condamne le commerce des humains. Vous y êtes arrivé et vous n'avez pas mis fin à cela. Là, on est à l'entrée de la traite négrière, c'est-à-dire 1400 après la découverte, 92 après la découverte d'Amérique. Vous n'avez pas mis fin, mais vous avez participé à ce commerce-là. Et même là, il fait une démonstration linguistique. Mais lorsqu'ils arrivent, qu'il a été invité par le maire de Bordeaux, de Nantes, qui est une grande ville où la traite négrière s'est faite, et là, la communauté historienne française était là, il leur a demandé mais comment est-ce que les Africains, eux, ils nommaient, vous avez fait des travaux historiques sur la traite, avec notamment l'un des plus célèbres, Olivier Pitré-Grenouillot, vous avez fait des travaux historiques sur la traite. Mais est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que les Africains, eux, ils nommaient chez eux, linguistiquement, voilà, un esclave. Il dit les pratiques culturelles et le champ lexical, ça va de pair. S'il n'y a pas un champ lexical en Afrique qui désigne les pratiques de traite, de commerce d'humains et autres, ça veut dire que ça ne se pratiquait pas. Mais on retrouve des traces linguistiquement du côté de l'Europe où il y avait du commerce d'humains et d'où même l'origine du mot slave qui va par des déclinaisons donner esclave à la fin. Donc c'est pour dire que le panégrisme, oui, une dimension culturelle, panafricanisme, une dimension politique, et il y a encore des batailles, la déconstruction dans les schèmes mentaux de nos frères haïtiens et autres, et même pour certains Américains, certains comprennent avec les tests d'ADN et autres, qu'il faut déconstruire quand même, que non, n'acceptez pas, ne croyez pas que les Africains d'Afrique ont vendu vos ancêtres qui vous ont donné aujourd'hui, vous qui êtes de l'autre côté des Antilles ou encore des Amériques. À vous entendre, ouais. On devrait d'abord cimenter notre sol avec le panégrisme. Tout à fait. Pour mieux apporter des solutions panafricaines. Exactement. Et super. À cela, je reste avec vous sur le rôle de Cheikh Anta Diop, même si ce rôle a été mal perçu, parce que ces publications ont été perçues comme un scandale dans le monde scientifique. Il a sorti Nation d'agriculture, il a sorti Civilisation ou barbarie, pour montrer qu'en réalité, la colonisation n'a pas apporté de civilisation. On parlait de white mind burden, c'est-à-dire que le fardeau de l'homme blanc, qui était avec la mission civilisatrice, mais il va démontrer dans Civilisation ou barbarie qu'effectivement, c'était le contraire de ce qui s'est passé. Il a été tempéré, ce scandale, par l'appel d'un homme religieux, Angel Benvin, avec Balafon. Ouais. Ouais, je crois que Diop y mettait en avant beaucoup plus la falsification, parce que les Occidentaux ont, il le dit très bien dans pas mal de vidéos, et je crois que sa première thèse n'a pas pu être validée parce qu'il y avait des vérités historiques, il faisait véritablement du révisionnisme historiographique là, et on n'a pas pu rassembler un jury pour soutenir, mais il a pu, à travers Présence africaine, à l'UNDIOP, là, c'est une fois de sortie pour publier cela et révéler un peu ces vérités-là. Donc, il y a la falsification dont les Occidentaux ont été accoutumés, et jusqu'aujourd'hui, on vous dit, il y a des Européens qui font des thèses en égyptologie, vous disent que l'Égypte antique, pharaonique, était blanche en plein 21e siècle. Pourtant, Diop l'a démontré au colloque du Caire avec toute la communauté scientifique et égyptologique mondiale. Pourquoi en plein 21e siècle, il y a cette falsification qui perdure, qui continue. Pourtant, ces Africains noirs qui étaient en Égypte pharaonique. Donc, il y a eu la falsification de l'histoire. Et là, c'est pour ça qu'il faut réécrire l'histoire. C'est pour ça qu'il donne une place extrêmement importante. Il y a un très bel article d'un philosophe camerounais que j'ai lu, et là il revient sur la mission que Diop donne à l'histoire, la fonction de l'histoire dans les sociétés africaines.
hein, qui est celle, bien évidemment, de leur faire prendre conscience de leur passé. Et lorsqu'on revient, je crois que Moïse l'a développé pas mal de fois, sur les 3 conditions de la Renaissance africaine, hein, c'est le facteur linguistique, hein, le facteur psychologique et le facteur historique. Il faut batailler toujours à travers, il faut revoir les programmes d'histoire, pas mal d'autres choses pour qu'on on avance véritablement et que les idéaux de Diop soient réalisés. Je reviens avec vous, M. Balok. Oui. Lorsque Cheikh Anta Diop travaille, vous savez, le nom de cette émission, c'est la première émission, mais le nom de ce programme, c'est Moja Africa. Moja, c'est un mot swahili qui signifie un. En réalité, ça va dans le sens du travail de Cheikh Anta Diop, parce que lorsqu'il parle de nation d'agriculture, il veut amener les Noirs à comprendre qu'en réalité, tout ce que nous avons sur le continent a une seule origine, l'origine égyptienne. Tout à fait. Qu'est-ce que vous nous dites là? Vous savez, sur le plan de la biologie moléculaire, les Noirs existent sur la surface de la Terre depuis 200 000 ans. La deuxième race, les Blancs, sont apparus à partir de 20 000 ans, avec précision. Les races qui avaient à 40 000 ans en Europe ne peuvent pas être distinguées comme des races leucodères. Le Sanctoderme, l'homme jaune, est apparu autour de 15 000 ans environ. Donc vous voyez qu'entre 200 000 ans et 20 000 ans, il y a tout un grand écart de 180 000 ans où nous étions seuls à la surface de la Terre. Nous avons peuplé la Terre. Et les autres peuples ne sont apparus qu'à partir d'un accident climatique qui a amené les Noirs qui ont migré vers d'autres régions à perdre de la mélanine et à commencer à avoir des modifications phénotypiques et autres sur eux pour qui dans ces races-là. Donc nous avons généré ces races-là. Nous n'avons aucun besoin d'éprouver quelconque réel. Nous sommes les pères de l'humanité. Et en tant que père, nous nous exprimons avec toute la quiétude nécessaire. Cheikh Anta Diop s'inscrit dans une longue tradition de chercheurs africains. Avant lui, il y a des gens qui sont partis dans ce sens-là. Le nom m'échappe, mais il y a un aux États-Unis qui a écrit Stolen Legacy. Il a aussi publié cela en 1954. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Où il montre que les philosophes grecs sont venus puiser en Égypte et que l'Égypte était noire. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Avant lui, déjà, il y avait Antenon Firmin, un père haïtien, si je ne me trompe pas. Il était un homme politique, un diplomate. Et il a répondu à Gobineau. Un volumineux ouvrage de près de 500 pages. Il a écrit de l'égalité des races. Alors que Gobineau avait écrit de l'inégalité des races. Je vous assure, j'ai lu cet ouvrage-là. Cheikh Anta Diop a eu tout simplement le mérite d'avoir soutenu cette thèse. Avec des preuves à l'appui. Preuves à l'appui. Devant un colloque international, parce que les autres n'avaient pas eu ce privilège-là, un colloque international, et d'utiliser la pluridisciplinarité dans cette démonstration. Alors que Antenon Firmin, lui, il est dans le domaine de l'archéologie et anthropologie physique. Voilà. Vous voyez donc cela. Donc, c'est une véritable révolution qu'on se lève un beau matin et qu'on dise que la plus vieille de toutes les civilisations est nègre. Et qu'on se rend compte que avec le temps, aujourd'hui, il y a beaucoup à corriger. Salih que vous parlez, par exemple, d'un certain nombre de choses. Je vous prends un cas, un combat que je mène aujourd'hui. J'ai toujours dit, je donne cours dans une université en Côte d'Ivoire et je donne ce cours-là en ligne aux étudiants de cette université. Et je leur ai dit un jour, un cours sur la construction de l'Égypte pharaonique, de l'État égyptien. Je leur ai dit, il n'y a jamais eu de Haute-Égypte et de Basse-Égypte. Faites la démonstration. Il n'y a jamais eu de Haute-Égypte et de Basse-Égypte. Puisque la Basse-Égypte, ce qu'on appelle le royaume de Basse-Égypte, c'était un marécage. La terre là n'existait pas à l'époque de Namer. C'est Namer qui a détourné le cours du Nil pour créer la ville de Memphis. Et le Nil se jetait dans le Fayoum. En détournant le cours, ça a créé le delta du Nil qu'on avait dans les années 60. Et que plus tard, la construction du barrage d'Assoir va venir assécher. Donc il n'y avait aucun royaume là-bas.
Les Égyptiens considéraient cet endroit-là comme étant un endroit où habitaient les mauvais esprits. Il a fallu attendre la troisième dynastie pour qu'il y ait une politique de peuplement de ces espaces marécageux par les pharaons et qui venait venir des populations entières du sud pour partir coloniser ces espaces-là. Donc, votre royaume de Basse-Égypte, elles sont d'où? Personne ne peut faire la démonstration. Le nom d'un seul roi, proto historique du royaume de Basse-Égypte. Et j'ai retrouvé ceux qui ont fait ce mythe Kurt et Kies, deux égyptologues allemands. C'était une hypothèse de travail. Kurt Seth, c'était une hypothèse de travail. Il a plutôt émis des hypothèses. C'était une hypothèse, voilà. C'était une hypothèse de travail. Par quel miracle du Saint-Esprit, une hypothèse de travail est devenue une vérité? Une vérité absolue. Scientifique, là. Scientifique. Validé. Bien. Bien. Nous le disions tout à l'heure, le scandale de ces révélations de Cheikh Anta Diop, quand même, ont été, comment je peux dire, temporisés par un religieux, le révérend Père Vin, qui a écrit Balafon, en lançant l'appel à toute l'humanité, au vivre ensemble, à la cohabitation des races et des peuples. Ouais. D'ailleurs, il va dire qu'en Afrique, on aime. On n'aime pas en Afrique. On aime en Afrique plus que, pas comme on aime chez vous. À travers d'abord la lettre à Moctezuma, Roland Roger et Confucius. Et vous savez très bien que ces trois noms renvoient à trois civilisations. Confucius, c'est le monde de l'Asie du Sud-Est. Roland Roger, c'est le monde européen. Et Moctezuma, les Amériques. Il lance un appel à l'universalisme, à l'acceptation des uns et des autres. Comment avez-vous perçu l'appel du révérend Père Vin? En tant que religieux, prêtre jésuite, c'était normal. Il ne pouvait qu'avoir ce discours de rassemblement. Et je suis d'accord avec lui, il faudrait construire une nouvelle société. Mais la seule différence, c'est que pour construire cette nouvelle société, il faut d'abord se construire soi-même. Parce que dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, lorsque je m'assois avec un Chinois, et qu'ils disent, par exemple, c'est un cas comme ça avec un Chinois, et qu'ils disent que chez lui, Pangou a crié. Je m'assois avec un Européen, et il dit que chez lui, Dieu a fait ceci. Avec les fils de Moctezuma et tout ça, moi, je vais apporter quoi dans ce rendez-vous du donner et du recevoir? Je ne connais même pas le mythe de création du monde, et élaboré à partir de Ngorlutoba, à partir de Phonocop, à partir du Vouri, je ne connais rien. Dans ce rendez-vous du donner du recevoir, si je ne m'approprie pas d'abord mon histoire, mon passé, ma culture, je serai un simple spectateur. Et comme on le voit aujourd'hui dans le Conseil des Nations, l'Afrique serait toujours là en tant que victime, en train de dire les droits de l'homme, respecter les droits de l'homme, respecter. Alors que les autres, quand vous piétinez leurs intérêts, ils vous sortent la bombe atomique. Absolument. Vous voyez, lorsqu'on a commencé à armer l'Ukraine contre la Russie a réagi. Elle n'a pas voulu entendre que les droits de l'homme, l'Union a fait ceci. Elle a réagi. Et face à ce rapport de force, les autres ont compris que si c'est nous qui allons directement, nous serons écrasés. Ceux que nous avons là en face ne comprennent que le langage de la force et non le langage du droit. Ils ne vaut le droit que lorsque vous êtes leur serviteur et que vous êtes piétiné par quelqu'un d'autre. Mais si vous n'êtes pas leur serviteur, alors attendez-vous de finir comme la Libye. Attendez-vous de finir comme Saddam. Parce qu'ils ne vous ont pas dans leur poche. Est-ce qu'on se comprend là? Donc, je suis d'accord d'aller à une table, m'asseoir avec Moctezuma, avec le chinois, le japonais et autres, mais moi-même, qui suis-je? Oui, mais toujours dans son ouvrage, dans cette œuvre poétique, il va parler, tu reviendras Sénégal. Il magnifie là la coopération, la solidarité entre le Cameroun et le Sénégal. Un exemple de solidarité que le monde noir peut avoir pour effectivement aller à la rencontre des autres étant unis. Je pense que c'est un fondement de base. Je suis d'accord avec vous. Comme je l'ai dit,
Mes propos n'enlèvent en rien l'admiration que j'ai pour un homme de lettres comme Adje Benven. Mes propos n'enlèvent rien devant cette admiration-là. Je contemple son œuvre. Bon, maintenant, tu seras Sénégal. Sénégal tu reviendras à Sénégal. Tu reviendras à Sénégal. Sénégal veut dire Sounou Gahal, cela veut dire ma pirogue. Les Sénégalais eux-mêmes, en Wolof, ne s'appellent pas comme ça. Vous voyez, c'est une identité d'autrui. Cameroun, c'est Camaroué, c'est les crevettes. C'est Mandjamoto, font toujours Malondo, Mangoulé, Macharrier. Nous-mêmes, on les considérait à l'époque comme les excréments de Mamouata. C'est avec la conjoncture économique que nous les mangeons. Vous voyez donc que c'est le Portugais qui a dit Camarou. Moi, je ne sais pas en quoi je suis crevette. D'accord? Je ne sais pas. Quand je croise l'autre, quand je croise Salut, que j'ai dit André, donc le lion. Vous voyez cela? Voilà. Je me définis comme lion, comme mâle. C'est comme ça que je l'appelle. Je ne m'appelle pas crevette. Donc, il y a aussi, je dis encore, il y a nécessité de se redéfinir. Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes Sénégal? Alors, nous ne sommes pas étonnés quand nous poussons sur le fleuve Sénégal comme une pirogue à la dérive. Est-ce que nous sommes tirés des lions? Alors, quand je m'assois pour parler, mon interlocuteur là sent déjà une confiance en soi, une maîtrise de son discours. Qu'est-ce qu'il va me dire, qui va m'ébranler? Rien du tout. Donc c'est important. Rien ne peut l'ébranler lorsqu'il maîtrise à peu près ce qu'il est, quelles sont ses sources. Et à partir de là, M. Sadiki, on se rend compte bien que la négritude est comme l'essence du panafricanisme. Tout à fait. Peut-être pour revenir un tout petit peu sur l'appel à l'unité, l'appel à la fraternité humaine mondiale qu'a prôné le révérend Père Vin. Je crois que le discours de Diop, c'est la finalité. C'est la finalité. Diop appelle la communauté mondiale, notamment les Européens, à arrêter la falsification, aux Africains de retourner dans leur culture et de faire cette renaissance, et qu'il y ait, après cette reconnaissance de falsification et de réécriture, on forme une communauté humaine mondiale où il y aura la paix, il n'y aura pas de racisme, parce que c'est l'un des mots qui est perdu, le racisme. Et donc, c'est l'une des finalités du discours diopien, qu'il y ait une unité mondiale des hommes, qu'on dise plus qu'il y ait des sous-hommes, qu'il y ait une race inférieure, que le noir, c'est ça le discours de Diop, même si le noir, on devrait s'enorgueillir, parce que lorsqu'on fait une lecture juste, correcte, scientifiquement parfaite de l'histoire, les noirs ont été à l'origine de tout. On se réclame pas mal d'éléments de la civilisation sur divers plans mathématiques, philosophiques, historiques et autres et autres. Donc ça, c'est ce que je voulais dire d'entrée du jeu. Ouais, pour ce qui est soit du pannérisme ou de la négritude, ou encore du panafricanisme, je dirais que c'est l'élément culturel, c'est l'élément politique. Ce n'est que, on va dire, redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut résoudre un certain nombre de problématiques sur le plan culturel. Le racisme, c'est un fait culturel, ça se vit encore aujourd'hui. Il y a par exemple, Moïse parlait de Salvador de Bahia, c'est un État noir en Afrique, et dans pas mal d'autres États en Amérique latine, vous avez des communautés afro au Pérou, du côté de la Colombie, et dans bien d'autres États. Mais lorsque vous voyez la situation de ces Noirs dans ces États-là, ce ne sont pas des situations valorisantes, ils ne sont pas suffisamment intégrés, ils n'ont pas accès à certains emplois. Il y a des reportages là-dessus, une série de reportages que certains journalistes y ont consacré sur, on va dire, ils portent un regard sur les communautés afro du côté de l'Amérique latine. Est-ce qu'elles sont suffisamment intégrées? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas? Les dynamiques qui sont en cause et autres et autres. Et aussi, il y a des ouvrages là-dessus, notamment partant des théories de l'intersectionnalité. Donc, ce sont des questions qu'il faut résoudre au préalable et qui sont en lien avec le racisme. Et je crois qu'après, la dimension politique pourra aller aisément. Bien.
nous allons, dans le cadre de cette émission, toujours, l'un des éléments que nous faisons, c'est de faire la promotion de tout ce qui est noir. Parce que le noir, c'est ce qui est meilleur. Alors, nous avons pensé à un groupe d'artistes qui a bien représenté le monde noir depuis plus de 40 ans. Nous parlons là du groupe Kassav, que tout le monde connaît. Ce groupe-là qui, au-delà du continent africain, a monopolisé l'attention artistique, même au niveau des Amériques, en Europe, partout. Ouais. Avec la complicité de la réalisation, le Baobab va certainement nous lancer l'un des passages du groupe Kassav. Oh, waouh! C'est-à-dire que ça, c'est un groupe d'artistes quand même qui a fait de notre temps d'enfance jusqu'à la maturité que nous avons aujourd'hui. Nous sommes fiers de continuer à écouter le groupe Kassav. Nous refusons sur ce plateau Monsieur Saïdou Al-Abdou. Vous êtes animateur culturel. Vous venez de voir avec nous la musique Kassav. Et si vous jamais, ou alors vous avez à peu près eu le temps de regarder quand même le papa Jacob Desvarieux et la maman Desbois. Déjà bonsoir, bonjour à tous les téléspectateurs de Carrefour Média. C'est vraiment un plaisir d'être reçu par toi, Samy, et je salue au passage le professeur juste à côté de moi. Alors effectivement, je n'étais pas encore né, j'ai trouvé la chanson, mais j'ai eu le temps d'écouter le papa, comme tu l'as si bien dit, Jacob Desvarieux, et je trouve que c'est un artiste, en fait le groupe, donc ils ont œuvré pour la culture camerounaise en particulier et générale africaine. Cette culture, dans cette langue qui est chantée, c'est le créole. Il faudrait bien que les gens savent que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Antillais ont ceci de particulier qu'ils ont accepté parler le créole que de parler la langue du colon. C'est-à-dire que cette langue qui se rapporte à peu près aux mots traditionnels africains, cela quand même est une particularité dans le monde artistique aujourd'hui. Oui, c'est une particularité et cela devait même être envisagé. C'est d'autant plus que dans les plantations, il y avait des esclaves venus de plusieurs horizons. Vous pouvez trouver dans une même plantation des esclaves Haoussa, des esclaves Ibo et ainsi de suite. Au début, ils se parlent, ils ne se comprennent pas, ils n'arrivent pas à monter un plan contre le maître esclavagiste et ils vont commencer à développer des idiomes comme ça pour se comprendre et intégrant parfois quelques mots français. Et c'est ça qui a donné cette belle langue aujourd'hui, qui est le créole. Certains spécialistes n'apprécient pas très bien parce qu'ils parlent d'une déviance du français. Le créole est une langue de résistance. C'est la façon du noir de dire « j'ai le génie de créer une langue », surtout dans un contexte aussi difficile que celui du système concentrationnaire aux Amériques. Nous l'avons vu plusieurs fois en Afrique, et particulièrement, il est passé au Cameroun, Jacob Desvarieux. Oui. Et même Jocelyne Desbois, oui, qui a d'ailleurs toujours dit que la musique Kassav n'était pas ce n'était pas du zouk, mais c'était une particularité qui combinait, c'est-à-dire que les danses des esclaves dans les soirées, dans les réserves esclaves à l'époque de la traite négrière, à certaines pas de la modernité, mais qui était très loin du zouk. Exactement. Ça, ça c'est vrai. Et j'ai parlé d'une forme de résistance. C'est aussi une forme d'affirmation de soi. Vous savez, Samy, lorsque on était aux États-Unis esclaves, pas aux États-Unis seulement, dans les Amériques, lorsqu'on était esclaves, on nous refusait de parler nos langues, on nous refusait de taper le tambour de chez nous, on nous refusait même les fêtes culturelles et culturelles. Et à un moment donné même, en Afrique de l'Ouest, avant d'amener des esclaves, il y avait ce qu'on appelle la porte du non-retour, pour que même votre esprit ne revienne même pas en Afrique. On vous faisait tourner autour d'un arbre ou passer par une porte comme c'était au Sénégal, pour que même votre esprit ne puisse plus retrouver ses racines. Et en Amérique, par exemple, certains noirs ont commencé à se suicider dans des plantations. Alors, comme l'homme l'avait compris que dans nos croyances, si je me suicide, mon esprit va rentrer
dans la demeure de mes ancêtres, donc dans mon village. Il a compris que pour éviter cela, le noir n'aime pas quand on lui tranche la tête. Si on lui tranche la tête, son esprit ne pourra plus rentrer dans son village. Maintenant, tout esclave qui pouvait se suicider avec la tête tranchée, pour qu'il ne retourne même pas dans son village. Donc, même notre âme était esclave de ce système-là. Bien, Saïdou, tu es un animateur culturel. Dans l'activité que tu mènes, parfois sur les plateaux de télévision, tu reçois les artistes, il y a quelque chose qu'on observe quand même aujourd'hui, c'est que généralement, on est en train de voir une certaine jeunesse dans le monde de la musique aimer cette manière de revenir dans les sources de notre tradition. On a le cas du Mbolé camerounais qui généralement était chanté et dansé dans les moments malheureux des veillées mortuaires et qui aujourd'hui a été lâché sur la scène publique et depuis des années, on voit qu'il est maintenu et il est devenu, c'est-à-dire qu'un art mondial. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui avec l'objectif effectivement du panégrisme qui demande de retour à l'identité culturelle? Alors, je crois que les artistes ils ont juste compris en fait ce qu'il fallait. Parce que longtemps, il y a ceux-là qui ont cherché à imiter ou alors à copier l'Occident, raison pour laquelle certains d'entre eux peinent à s'exporter. Donc aujourd'hui, on assiste là à la réveillon de certains artistes qui puisent aux sources, qui s'inspirent de la culture africaine pour nous proposer des magnifiques sonorités. Et la preuve, c'est tellement bien apprécié à l'extérieur et ça continue d'œuvrer pour fortifier l'image du Cameroun à l'extérieur. Et c'est bien, en dehors du Mbolé, on a également d'autres artistes qui puisent du côté de l'ouest Cameroun. Je ne sais pas si je peux citer un qui s'identifie particulièrement. Je parle de Dashi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à l'écouter chanter. Vraiment, c'est quelqu'un qui mêle toutes les traditions dans sa musique. Pas seulement musicalement parlant, mais également côté vestimentaire. Il s'approprie le style en fait. Et c'est ça qu'on demande aux artistes. On ne leur demande pas uniquement de chanter en leur langue vernaculaire, mais ils doivent également s'approprier les traditions, que ce soit sur le côté vestimentaire, le côté préparation de scène. Parce que même lorsqu'ils font des concerts, leur tenue de scène ou alors le montage, l'effet, ce n'est pas toujours ce qui reflète notre identité camerounaise. Ils ont tendance à copier ce qu'ils voient ailleurs et ça ne marche pas forcément. Et voilà, ça ne marche pas forcément. Il faut être original, conserver à peu près l'identité culturelle dont on a aujourd'hui. Et c'est cette identité que nous devons vendre dans le rendez-vous du donneur de recevoir professeur. Oui. Quand on dit mondialisation, il ne s'agit pas d'imposer une culture. Ce n'est pas la supériorité d'une culture qui impose sa vision du monde, qui impose ses valeurs. Aujourd'hui, si ce n'est pas LGBT, on dit qu'il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas ça la mondialisation. La mondialisation, c'est aussi l'acceptation de l'autre, tel qu'il est, sans vouloir le changer. Le changer. Avec sa culture. Avec sa culture. Et aujourd'hui, le problème chez nous, c'est aussi que la mobilité chez les Africains est moindre. C'est ça qui explique aussi le tribalisme. Lorsque je me déplace à l'ouest, j'ai connu tellement de régions à l'ouest, tellement de régions dans l'extrême nord, le nord, la Damawa et autres, au point où lorsque j'arrive quelque part, il faut absolument que je m'intègre. Je veux vivre comme les gens de ce milieu-là. Et comment est-ce que vous allez vous penser comme étant des personnes différentes? Vous avez évoqué Cheikh Anta Diop tout à l'heure. Si vous regardez le titre de son ouvrage, Nation, nègre et culture, il met sa nation, mais il ne met pas sa culture. Cela veut dire plusieurs nations, mais partageant une même culture. Et à partir de ce moment-là, vous allez comprendre que ce n'est pas parce que l'autre l'a dit ici, l'autre l'a dit Nzambe, l'autre l'a dit Loba, qu'il s'agit de manifestations différentes de la divinité. Et directement, on pourrait gommer cette mauvaise histoire au Rwanda qui parle du génocide entre Hutu et Tutsi. Parce qu'il n'a jamais existé une ethnie qu'on appelle Hutu, il n'a jamais existé une ethnie qu'on appelle Tutsi.
c'est l'ethnologie coloniale qui a fabriqué le Hutu, qui a fabriqué le Tutsi. Déjà, le mot ethnie n'est pas dans le vocabulaire africain. Africain, voilà. Bien. Au-delà de ça, nous avons une très grande marque que nous avons observée en 2010, pour ceux qui étaient témoins de la Coupe du Monde en 2010. Il y a eu, c'est-à-dire que cette grande image de voir une artiste américaine, généralement qu'on appelle Shakira, oui, Shakira, qui a copié un groupe camerounais, Zangaloa, qui avait chanté un chant et elle a transmis ça à la Coupe du Monde. Et c'est tout le continent qui avait été fier de cette identité. Et comment est-ce que cela vous l'avez ressenti? Avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de fierté, franchement, de voir que c'est une artiste de renommée internationale. De renommée internationale, effectivement, qui puise dans l'inspiration camerounaise pour sortir cette belle mélodie. Il faut le dire que ce n'est pas une composition, elle a juste fait le remix de la chanson. Oui. Voilà, donc elle a puisé dans nos sources. Et de voir nos artistes locaux ne pas faire pareil, c'est vraiment décevant. Parce que le Cameroun regorge de tellement de diversité. Donc il y a tellement à puiser ici pour voir nos artistes aller chanter du R&B, forcément des registres qui ne leur appartiennent pas. Et c'est pour ça que certains peinent à s'exporter à l'international, parce qu'ils ont tendance à copier. Or, vous ne pouvez pas copier ce que les autres font dehors et être valorisé à votre juste valeur. C'est impossible. Dis même que comment être des copistes et qui veulent aller, comment je peux dire, battre ceux qui ont l'originalité sur leur terre, alors qu'en réalité, en venant avec votre particularité, votre originalité, au niveau de la compétition internationale, vous pouvez quand même attirer l'attention des autres, professeur. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Et vous avez pris Shakira, c'est elle. Oui. Tout ce que moi je lui ai reproché, c'est que lorsqu'on l'avait interviewée au sujet de cette chanson, elle n'a jamais dit qu'elle a appris ça chez les Zangaloa du Cameroun. Pour elle, c'était une inspiration comme ça. Après, elle a payé cher. Il y a eu un procès qui avait suivi. Exactement. Cela veut dire que les autres nous méprisent. Une copie ne veut pas nous citer. Notre frère Michael Jackson a copié Manu Dibango. Il a fallu que Manu Dibango lui porte plainte et il sorte. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne savait pas que Manu avait chanté ça? Est-ce que Shakira ne savait pas qu'il y a un groupe Zangaloa qui avait chanté ça? Ils savent, mais nous faisons partie du non-monde, de l'anti-monde. Nous n'existons pas. On peut nous plagier, on peut faire tout ce qu'on veut de nous, mais c'est leur inspiration. Notre inspiration devient leur inspiration. Il faudra à partir de ce moment-là qu'on s'accepte. Regardez la Coupe du Monde en France. Notre frère sénégalais qui a chanté avec l'artiste français. C'était très beau. Ces artistes de cette dimension, certains noms sont en train de m'échapper. Lorsque vous les écoutez, c'est là où vous comprenez pourquoi on dit que la musique adoucit les mœurs. Vous voyez, quand vous mettez la musique de Manu Dibango, par exemple, et comment on appelle cela quand j'étais à cette Coupe du Monde, Youssou, quelque chose comme ça. Youssou. Quand vous mettez il a été ministre de la culture, voilà. Au Sénégal. Mettez ces musiques lorsque vous êtes stressé, couchez-vous, relâchez vos muscles, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un temps, vous vous sentez bien. C'est ça qu'on appelle la musique. Merci professeur, nous allons prendre une autre pause et nous reviendrons sur des images à interpréter. Le but de ma conférence, qui avait pour thème l'avancée scientifique de l'Afrique, c'était de montrer qu'on vous parle d'Einstein, on vous parle de Max Planck, mais aucun de ces gens n'a dépassé la science que vous avez dans le village, que le vieux a dans le village, que nos temples ont. Cette science-là, elle n'a jamais été dépassée. Et que tout ce que nous avons encore à faire connaître, voyez, comme ça sert des enjeux qui ne servent pas nos intérêts, c'est pour ça que la chose demeure cachée. Mais dans tous les domaines, voyez, il ne faut pas oublier que la graine de l'arbre de la science et de la connaissance, c'est l'Afrique qui l'a plantée. C'est l'Afrique qui l'a arrosée. C'est l'Afrique qui a fait qu'elle a porté tant de fruits. Inventer les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le calendrier de 365 jours, la précision des équinoxes,
les sciences que vous utilisez pour faire la caméra, l'informatique, les ordinateurs, le nombre binaire informatique est né en Afrique. D'accord ? L'ordinateur, on le voit avec le Fa. Le Fa est basé sur les nombres binaires. Donc toute la culture africaine est fondamentalement scientifique. On nous éloigne de cette culture pour ne pas qu'on en fasse notre colonne vertébrale pour être debout. Sur le plan de la spiritualité, les pères de l'Église étaient tous africains. Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Origène d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Ce sont des Africains qui ont pris le savoir des temples pour donner à des gens qui n'avaient pas de tradition religieuse, une tradition religieuse. Toutes les divinités que vous voyez dans la Bible sont des divinités africaines. Ce sont des divinités que les anciens utilisaient dans les cultes vaudous. On les a blanchis, ils font la même chose, mais vous ne voyez pas que c'est la même divinité parce qu'on ne connaît pas suffisamment nos fondements. Quand on a fait le rituel initiatique, on comprend des choses. Il faut se préparer pour aller faire le rituel. Il faut jeûner. Quand vous allez à la messe, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de jeûne. On peut aller danser dans une boîte de nuit et aller à la messe le dimanche matin. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est antinomique par rapport à notre tradition. Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines. On peut acheter à boire et à manger, mais il n'y a pas de magasin où on vend du sang. Ce sang-là vient de très loin. Nous devons être fiers. Nous devons avoir notre colonne vertébrale et faire en sorte de ne jamais oublier qu'une pyramide, on dit qu'on a construit des pyramides, mais une pyramide, c'est des blocs de pierre qu'on a assemblés au même endroit. Chaque fois que nous sommes unis, nous sommes une pyramide. Vous voulez que nous soyons une pyramide? Soyons unis et nous serons une pyramide. Il faut faire deux choses. Il faut une reconquête économique. Parce qu'on a cédé trop de terrain sur l'économie. Les boissons dans les magasins sont pratiquement 99% des boissons étrangères. Les jeunes sont là oisifs. Les jeunes doivent pouvoir fabriquer leurs propres boissons. Et il faut faire des jus de plantes. Arrêtez de penser en jus de fruits. Parce que ces exploitations sont trop colossales. Avec les jus de feuilles, les jus de plantes, on peut faire d'excellents jus. Regardez le bissap, regardez le mojito, tout ça. Il y a beaucoup d'autres jus de plantes à inventer. Et les jeunes peuvent le faire. On n'a pas besoin de grand espace pour mettre une boisson à base de plantes. Ça, ce sont des choses importantes. Et la renaissance, c'est de ne pas oublier que la matrice humaine de la connaissance, elle est africaine. Et que quand on ne sait pas, on va chercher. On vous dit oui, on a inventé la semaine de 10 jours, mais la semaine de 7 jours, c'est pas nous. Je vous ai démontré que la semaine de 7 jours est arrimée aux 7 planètes, qui sont arrimées aux 7 notes de musique. Parce que l'Africain, quand il a découvert ça, il a découvert un ensemble de choses. C'est ça qu'on appelle le génie africain, que les gens célèbrent dans notre dos. D'accord? Pourquoi la situation est comme celle-là? Parce que la chose qui se passe, c'est que Dieu a donné aux Africains toutes les richesses de la planète, les autres n'ont que des miettes. Et quand ils sont parmi nous, c'est pour nous braquer, nous raconter des sornettes. Dieu ne serait pas bon avec nous, on aurait des divinités du diable et on aurait tout l'or, le pétrole, le coltan, tout ce qu'ils viennent chercher, tout ce qu'ils ont besoin comme énergie pour fonctionner, c'est nous qui l'aurions et Dieu ne nous aurait pas parlé, il ne serait pas bon avec nous et nos divinités seraient des mauvaises divinités. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Le gars sort avec son église, il vient te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, mais en attendant, ce que tu as chez toi, il ne l'a pas chez lui. Et s'il est chez toi, c'est parce qu'il n'a pas ça chez lui. Il est venu prendre ce que Dieu ne lui a pas donné. Après, il te dit, Dieu est bon. Dieu n'est pas bon avec tout le monde, manifestement, puisque lui, il n'a rien. Vous voyez, son sous-sol est vide. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la force pour voler ce que Dieu a donné aux Africains. C'est-à-dire que, vous savez, mon peuple a un genou au sol. Parce qu'on lui a donné tout simplement une lunette qui ne lui permet pas de voir clair. Il faut déjà voir clair en soi avant de voir clair. Quand tu vois plus clair en toi, c'est fini. Donc, la relève de l'Afrique passe par la relève des individus. N'oubliez pas que dans le dos, il y a ça, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ce n'est pas simplement pour tenir le corps. Il y a une colonne vertébrale pour tenir le mental aussi. Et si on n'a pas de colonne vertébrale mentale, on ne sera jamais debout. On sera manipulable et manipulé par l'extérieur. Au Motunde, c'est simplement parce qu'à 14 ans, j'ai demandé à mes enseignants quand est-ce qu'on va nous permettre d'apprendre l'histoire de l'Afrique. Arrivé au bac, j'ai vu qu'il n'y avait pas de projet d'apprentissage de rien sur l'Afrique. Moi, quand je suis parti faire mes études, je suis allé voir un vieux, je lui ai dit comment on appelle chez toi un jeune qu'on a voulu faire partir loin de ses ancêtres et qui a dit laissez-moi tranquille, je reviens vers mes ancêtres. Il m'a dit dans ma langue Yoruba, ça se dit Omotunde. Donc j'ai dit Omotunde. Après, le mouvement diopien a dit que quand les choses vont mal,
Il y a un individu auquel le roi fait appel pour expertiser le problème et trouver une solution. Cet individu s'appelle le Kalala. Tu es le Kalala du peuple noir. C'est pour ça que c'est Omotunde Kalala. Tellement heureux de suivre Kalala Omotunde, qui a pratiquement passé toute sa vie à démontrer la capacité du nègre, du noir, à pouvoir porter l'humanité à travers sa science et à reconnaître qu'il n'est pas une sous-race, il ne fait pas partie d'une sous-race, mais qu'il fait partie d'une race comme toutes les autres, non pas pour la domination des autres, mais pour l'affirmation de soi. Merci pour ce digne fils africain qui est parti, mais qui nous a laissé cet héritage. Et à partir de là, il nous parle du savoir africain, de la science, de la technologie. Au lieu d'aller copier ce qui est de l'autre côté, nous pouvons quand même profiter de ce que nos ancêtres nous ont laissé et être capables de nous affirmer dans le monde du donner et du recevoir. Merci pour les images qui, certainement, avec le concours de la réalisation, suivent. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais que nous voyons. Nous voyons là des calebasses en bois, des plats en bois, et on a toujours tendance à se poser la question, pourquoi l'Africain aime se nourrir dans des assiettes en plastique? Alors qu'on a du bois, on a toute cette connaissance, et je suis sûr que c'est tellement moins coûteux, et c'est tellement, sur le plan, vous êtes un historien de la santé, c'est tellement également important pour la santé, lorsqu'on sait que les repas chauds, par exemple, ne sont pas conseillés d'être utilisés dans le plastique est importé au quotidien à partir du continent de l'Asie, de l'Europe, ainsi de suite, qui vient certainement au-delà de la question de la santé. Il y a également la question climatique, parce que ce sont des matières qui ne sont pas détériorables facilement et qui effectivement contribuent à l'érosion de notre environnement. Comment est-ce que l'Africain ne peut pas aujourd'hui rentrer dans cet usage pour cela? Je pense que c'est un problème de rééducation. Imaginez-vous là, vous avez votre photo dans ce type de plat, vous vous sentirez mieux. Observez quelque chose au village. Votre attiqué. Votre attiqué, par exemple, votre héros, voilà. Votre tarot pilé sous jaune, vous voyez ça. Et observez au village, la pierre sur laquelle on écrase les condiments, elle finit par s'user. Elle s'use lentement. Mais au finish, d'où vont ces particules-là? Ces particules vont dans les condiments, dans la nourriture, et nous mangeons cela. Est-ce mauvais? Peut-être c'est ça qui explique pourquoi nous avons une constitution solide. Et que malgré les campagnes de maladies qu'on a injectées dans le monde entier, dans la dernière politique, c'est avec la Covid, on a voulu nous tuer avec ça, nous avons été les plus résistants. Et vous pouvez prendre ça comme un jeu. Je vous rappelle qu'au cours de la période de l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait un programme d'élimination des Noirs avec des vaccins. Et cette politique-là, ceux qui ont élaboré cette technique de meurtre en masse ont migré plus tard aux États-Unis. J'aimerais également rappeler aux téléspectateurs que ce bois, si la réalisation peut ramener, ce bois, en réalité, c'est celui qu'on appelle le padouk. Ces pièces sont faites en padouk et généralement, dans les pays européens, d'après les informations que nous avons, c'est que on utilise parfois ce bois comme un colorant naturel. Pendant que nous, ici, nous utilisons les colorants chimiques. On exploite ce que nous avons à notre disposition et on utilise ça de façon naturelle de l'autre côté, pendant que nous importons du mauvais colorant. Donc, pourquoi est-ce que aujourd'hui, c'est surtout à la jeunesse, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ne s'intéresseraient pas peut-être à bannir ce snobisme
arabisant et même européanisant pour revenir à ce type de matériaux dans nos cuisines, dans nos ménages? Je dirais que nous avons trop souvent été acculturés. C'est ça le problème. Et raison pour laquelle aujourd'hui il est difficile pour nous jeunes de revenir à nos sources. Parce que nous avons grandi avec cette logique-là. Nos parents, je parle pour la jeunesse, c'est là-dedans. Nos parents ne nous ont pas forcément montré cette voie-là. Ils ne nous ont pas forcément montré nos origines, comment ça se passait et tout. Et maintenant qu'ils essayent de le faire, je crois, c'est vrai, il n'est pas trop tard, mais le temps est quand même passé. Donc, du coup, ce n'est pas évident de revenir à nos sources et à s'adapter, surtout à l'ère du numérique. Hein, donc, ce n'est pas forcément facile. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend le temps. On prend le temps, ça va aller. Je peux te rassurer, Samy, ça va aller. Mais c'est tout doucement. C'est tout doucement. Ok. Imaginez, parce que là maintenant, ça contribue également à l'élan économique. Oui. Imaginez, l'Afrique est à plus d'1 milliard d'habitants et que nous prenions seulement 200 millions qui sont des consommateurs de ce type de technologie. Ça veut dire que c'est l'art africain, c'est l'artisanat africain qui va gagner et certainement le PIB des pays africains va prendre l'envol. Et c'est à ne pas négliger. On va créer des emplois et on va mettre des politiques de conservation de notre environnement parce qu'on coupe du bois, il faut le replanter. Pour un arbre coupé, si on en replante 10, le reboisement, il n'y aura pas de problème à long terme. Donc on va créer des emplois et on va aussi vendre un concept, manger dans le plat en bois. Pourquoi pas dans les différents palais présidentiels, lorsque vous recevez un ambassadeur, vous lui demandez de manger dans ce type d'assiette et peut-être même avec les mains pour qu'ils comprennent que c'est notre tradition. Lorsque l'empereur du Japon vous reçoit dans son kimono, c'est sa tradition. Oui. Si vous voulez prendre du thé avec lui, vous mettez en kimono. Il ne vous demande pas. Et vous respectez les gestes séculaires de ses ancêtres. Voilà quelque chose que nous pouvons vendre. Au lieu de prendre un mouchoir, mettre là. D'ailleurs, lorsque vous allez en Chine et que vous êtes un étranger, on vous amène à manger avec des baguettes. Des baguettes. Attraper les grains de riz avec les baguettes. C'est beau. Voilà. Une manière de vous montrer que ça, c'est notre style, c'est notre style identité. et vous devez vous accommoder. Effectivement. On ne vous donnera jamais de cuillère, jamais de fourchette. Donc, s'il ne faut pas vous accommoder, tant pis pour vous. Et c'est ça la difficulté avec nous, Camerounais en particulier, parce que certains d'entre nous refusent d'accepter leur propre culture. Tu vas voir certains manger du taro avec la cuillère ou alors la fourchette. Est-ce que ça se fait? Si déjà vous-même, vous ne vous acceptez pas, comment est-ce que d'autres personnes vont vous valoriser? C'est déjà ça. Voilà. Effectivement, c'est ce que nous appelons, parce que nous parlons de pauvreté, de crise économique, mais je crois que nous créons effectivement dans le monde noir et particulièrement en Afrique les conditions de cette pauvreté. Cette pauvreté-là, exactement. Nous créons ces conditions-là. Nous sommes le continent le plus riche. Nous sommes entourés de forêts, de rivières et autres. Si vous prenez ce continent, si vous le donnez aux autres peuples, ils vont en faire un paradis. Mais faire de notre propre pays, l'Afrique, un paradis, cela nous dépasse. Cela nous dépasse. Parfois, on préfère prendre l'avion pour partir visiter les lieux magnifiques de l'autre côté. Moi, j'ai dit, pour l'instant, je ne m'arrête qu'au Cameroun. Mais je vous assure, un exemple, je suis arrivé à Fonsatoa, là, à l'ouest du Cameroun, dans la région du Tcham. C'est une merveille. Je pensais que j'étais au paradis. C'est le paradis. Lorsque vous arrivez en période de sèche, dans le nord, dans l'extrême nord, la chaleur peut être étouffante, mais c'est beau. Les paysages sont beaux. Voyageons dans notre pays, apprécions d'abord notre pays. Les vastes plaines à des kilomètres que vous voyez dans le nord Cameroun. Vous vous rappelez qu'en terminale, on disait les plaines du nord et les monts Mandara. Lorsque vous descendez la plaine de Mbé, la Damawa, vous descendez la plaine de Mbé, et la falaise de Mbé, mais tout ce qui commence là, c'est la plaine. Jusqu'à l'extrême nord, c'est la plaine. Cette plaine peut être cisaillée par des petites montagnes de temps en temps, mais tout est plat. À perte de vue. À perte de vue. Je vous assure. À découvrir, chers téléspectateurs. C'est intéressant
Au lieu de prendre des vacances et payer des billets d'avion qui sont à des coûts faramineux et aller chercher à aller aux États-Unis, sur les plages de Bahia, au Brésil, ainsi de suite, vous gagnerez à aller découvrir les richesses africaines et c'est très important de le faire. Je reviens encore sur les questions économiques. Oui. Nous avons ce genre d'artisanat. Nous avons ce genre de technologie. Nous pouvons quand même, au-delà de la consommation africaine, exporter. Oui, c'est possible. C'est possible, ça va faire entrer des devises et ça pourrait être compté dans le produit national brut. Parce que généralement, on dit la balance africaine, la balance commerciale des pays africains, pour la majorité, cette balance commerciale est déficitaire. Est déficitaire parce que nous cherchons à vendre ce que les autres consomment. On ne cherche pas à leur imposer ce que nous produisons de nous-mêmes. Et là, c'est un véritable... Dans le rendez-vous du donneur et du recevoir. Dans le rendez-vous du donneur et du recevoir. Très, très bien, professeur. Et tout à l'heure, le professeur Motumbe nous a parlé du mindset, en montrant que le corps humain fonctionne avec la colonne vertébrale. Exactement. Et il a montré que effectivement, ce qu'il faut aujourd'hui au monde, aux Africains, au monde noir en général, c'est d'avoir une colonne vertébrale dans le cerveau. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? La colonne vertébrale va représenter à l'Égyptien pharaonique le djed, le pilier sans lequel toute la structure va se fondrer. Et toutes les civilisations se bâtissent sur cette colonne vertébrale-là. C'est le socle mystico-religieux d'un peuple. C'est ça qui fait son identité. C'est ça qui fait ce que vous êtes. Lorsque nous nous exprimons et que vous dites par exemple « et Aloba », vous ne dites pas Aloba parce que vous le voulez, vous dites Aloba parce que il y a des générations et des générations d'êtres qui, à travers leur ADN, vous ont transmis une façon de s'exprimer, une façon de voir le monde. Donc, il y a nécessairement le socle musico-religieux qui est au centre de tout. Et que, je vous prends encore un exemple, lors de la période de la Renaissance au Moyen-Empire, déjà, à la première période intermédiaire, le double pays va se fissurer, l'État pharaonique va se fissurer totalement. Bon, mettons de côté les causes pour ne pas s'attirer les problèmes politiques avec les pays africains. Je peux vous dire, après l'émission, quelle a été la cause. Donc, mais les ennemis ont choisi cet instant-là pour envahir le pays. Nous n'avions pas une culture de la violence. Comment on va faire pour s'en sortir devant des peuples nomades qui sont conflictogènes? On est obligé de faire appel à un culte depuis l'Éthiopie, depuis le Soudan actuel, le culte du dieu Muntu, le dieu de la guerre. Et c'est là, à partir de ce moment, vous allez vous rendre compte que les premiers pharaons du Moyen-Empire portaient le nom de Muntu, exemple, Mentuhotep. Vous voyez, ils mettaient en avant ce côté guerrier. Vous voyez que pour cette renaissance du Moyen-Empire, dans l'État égyptien, on a fait appel à un culte religieux qui était là pour résoudre un problème. Et d'ailleurs, parlant de culte, nous allons suivre cette artiste africaine, d'ailleurs l'une des meilleures en Afrique, qui certainement fait hommage à un dieu, le dieu de la source, Agola. Nous allons écouter Angélique Kidjo pour le bonheur de nos téléspectateurs. Lorsque nous écoutons la maman Angélique Kidjo, qui a fait des merveilles quand même de la musique africaine, et vous voyez très bien que par son style vestimentaire, de par sa façon de prester, franchement c'est une masterclass Angélique Kidjo, et rien que le fait d'écouter cette chanson, ça redonne tout de suite espoir, parce que faut le dire, Angélique, au-delà d'être une femme, elle est également une artiste accomplie. Elle chante divinement bien et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas de mal à remporter des prix. Si toutes les artistes africaines pouvaient puiser leur inspiration chez elle. Et surtout lorsque vous parlez de coupe de cheveux, je regarde aujourd'hui les jeunes artistes africaines qui généralement ont besoin d'acheter les cheveux qui ont été rasés sur
d'autres personnes au niveau d'autres continents. Oui. Et on parle de mèches quoi ou Brésiliennes. Ce sont les mèches indiennes qui sont et qui coûtent énormément cher, alors que ce sont des détritus qu'on a enlevés pour être jetés sur les têtes des autres. Et c'est ça le souci, avec nos artistes. Ils se sont fait assimiler, il faut le dire comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont du mal à en sortir. Parce que trop longtemps, ils ont baigné dans ça. Quand tu vois, par exemple, des artistes comme Angélique Kidjo, au Cameroun également, on a Jared Fotso, il faut le dire, elle se démarque également. On a Charlotte Dibonda, on a Lady Ponce qui a rempli l'Olympia. Tout de même, ce n'est pas facile, mais elles ont essayé avec le rythme de s'adapter. Et c'est ça la difficulté avec beaucoup d'artistes de nos jours. On ne peut pas les comparer quand même avec Angélique, qui est quand même Oui, un monument ça, c'est de sûr, l'art, de la culture africaine. Ça c'est sûr, on ne peut pas. Parce que Angélique n'est pas la catégorie, catégorie que vous viens de citer. Moi, j'apprécie son style. Le style qui permet quand même à la femme africaine de comprendre qu'elle ne doit pas avoir honte de ses cheveux crépus, d'avoir honte c'est-à-dire que d'avoir des ongles taillés. Vous n'allez jamais la voir avec ce qu'on parle là. C'est pas qu'elle ne fait pas le nettoyage de ses ongles, mais elle ne rajoute pas ce qui n'est pas naturel. Oui, elle n'aime pas. Moi, j'ai constaté qu'elle n'aime pas trop d'artifice. Tu la vois, elle est toujours naturelle, même vêtue, toujours avec du pain traditionnel. Avec sa tête rasée. Sa tête rasée, même lors de ses prestations, elle est toujours. Même lorsqu'elle preste aux États-Unis, devant des milliers de personnes, elle reste naturelle. Naturelle, même jusqu'aux pieds non chaussés. Elle est là, elle se lâche, elle profite du moment. Et c'est ça qu'on demande à nos artistes. Arrêtez de mettre beaucoup d'énergie sur votre apparence. Concentrez-vous plutôt à mettre en avant votre identité. Et c'est ça qui est... C'est pourquoi d'ailleurs j'ai apprécié, chez téléspectateurs, sa présence dans l'émission, le programme de Canal L'Afrique en incroyable talent. Elle inspire quand même une jeunesse africaine à avoir une certaine compétence, être un peu plus compétitive, avoir la manière pour affronter à peu près le monde artistique. Donc c'est quelque chose de très important. Il y a des messages que nous allons lire à partir de notre numéro que nous avons mis à la disposition de nos réseaux tout à l'heure. Il y a ce monsieur qui nous dit dès lors, bonsoir sur le plateau de la mondialisation. Il a écrit, c'est un long message. La mondialisation, processus multiforme d'interconnexion économique, culturelle et politique, tend à façonner un monde de plus en plus homogène sous l'influence des grandes puissances. Bon, dans ce contexte, deux grands courants de pensée ont marqué l'histoire intellectuelle et politique du continent africain, le panafricanisme et la négritude. Dès lors, une question se pose. Ces mouvements sont-ils porteurs d'une logique de rupture avec l'ordre mondial dominé par l'Occident qui traduisent une volonté d'affirmation ou au sein de la mondialisation? Il va dire, dès leur naissance, panafricanisme et négritude ont été pensés comme des mouvements de résistance à la domination coloniale, perçue comme le prolongement d'un système mondial injuste. Dans le même esprit, Cheikh Anta Diop, historien et anthropologue sénégalais, plaide pour un retour à la conscience historique et à la grandeur des civilisations africaines. Et il va conclure qu'il est donc nécessaire pour les Africains de comprendre qu'au-delà d'une rupture, la négritude demande à travers le panafricanisme une affirmation face à la mondialisation pour des enjeux de survie de la civilisation du monde noir. C'est signé Jean de Dieu Kouyaté à Douala. Merci, et nous n'avons pas assez de temps pour lire d'autres messages. Nous sommes déjà arrivés, n'est-ce pas, à la fin de ce programme, professeur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion? Dans le chapitre 125 du Ramou Pered Mouhirou, le livre des mots des prêtres égyptiens, il est écrit « Hier m'a enfanté, voici qu'aujourd'hui j'écris les demain ». On veut un avenir, on doit s'inspirer d'hier, parce que nous sommes le produit de ce hier-là. Merci.
Merci Yema engendré, je veux encore retenir ça. Yema engendré, voici qu'aujourd'hui je crée les demain. Voici qu'aujourd'hui je crée les demain. Donc c'est très important de le savoir. Nous ne pouvons pas rester nous apitoyer sur notre passé. Nous avons un rôle à jouer. Chaque génération a un devoir de savoir identifier sa mission et l'accomplir ou de la trahir. Mon cher Saïdou, oui, Samy. Nous sommes arrivés à la fin. C'est un plaisir. Moi, ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est que moi déjà, je suis nègre et je suis fier de l'être. Donc, faites de même, tout simplement. Merci. Arrivé à la fin de ce programme Moji Africa, le premier d'ailleurs sur votre chaîne canal 521 Carrefour TV et que vous pouvez retrouver en même temps sur nos plateformes numériques chaque dimanche entre 13h30 et 16h30. Allez-y sur YouTube, sur Facebook. Vous allez certainement vous abreuver, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique ou en Asie ou en Europe. Vous pouvez certainement vous retrouver ce programme et suivre. L'intégration de la riche culture africaine dans le dialogue mondial n'est pas seulement un acte de résistance, mais aussi un moyen de réinventer l'identité et la dignité africaine dans un monde interconnecté. L'Afrique doit s'appuyer sur son héritage culturel et son potentiel d'unité pour peser sur la scène mondiale, non plus comme une simple héritière de l'histoire, mais comme une actrice à part entière dans la construction du monde plus juste et plus diversifié. Au-delà de la racialisation, nous prônons l'égalité et le vivre ensemble de toutes les races. Merci et à dimanche prochain.